17 ans plus tard, c'est 2008, c'est justement la création du Bitcoin avec le livre blanc, quasiment un livre religieux avec des chapitres et des versets, qui est sorti en plus, si je me trompe pas, le jour d'Halloween, tu vois, mais on se demande, mais vraiment qui a mûri ce projet? De bourse phénoménale qui circule en ce moment pour gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Alors tout le monde peut en acheter en quelques clics sur Internet, donc le Bitcoin. Salut Anis, bienvenue à toi. Maintenant, tu es un habitué. Anis Lajnef, ex-trader, 15 ans d'expérience dans le trading. Tu nous avais fait part déjà de tes réflexions sur 3-4 épisodes qu'on avait publiés sur la chaîne. Là, tu reviens nous voir pour nous parler de Bitcoin. Comment ça va? Tranquille. Bonjour Faudil. Comme je disais, on va parler de Bitcoin. Je pense que tu n'es pas passé à côté forcément. C'est un peu la grosse tendance. Surtout sur ces derniers mois, ça s'excite complet sur le Bitcoin. Et je voulais tout simplement que tu nous partages un petit peu ton avis, ton analyse sur le Bitcoin, sur son évolution et peut-être même comment tu le vois éventuellement sur le futur. Juste un point qui est important, c'est que le Bitcoin, étymologiquement, bit en informatique, c'est une unité d'information. Donc, ça a commencé dans l'informatique, un byte, c'est 0 ou 1, donc c'est une unité de données, d'information. Et coin, c'est une pièce en monnaie. Donc, c'est vraiment une intersection entre une technologie et une monnaie. Et ça, c'est important de le préciser parce que, en fait, cette monnaie a été mise en place à partir de 2008. Elle a été publiée en 2009. C'est loin d'être un long fleuve tranquille parce que quand c'est sorti, cette monnaie qui repose sur de la technologie, justement, donc sur un protocole, déjà, à ses débuts, en 2009, il y a déjà eu quelques petits soucis, sorte de bugs où il y avait des problèmes par exemple, de versionning qui avait créé des bitcoins supplémentaires et qui étaient bloqués. Puis après, il faut savoir que ça s'échange beaucoup à travers des plateformes et plusieurs fois, il y a eu des problématiques sur ces plateformes d'échange, soit du piratage tout simplement, où il y a des pirates qui ont volé des bitcoins, soit des escroqueries. Des propriétaires de plateformes qui se sont enfuis donc avec plusieurs centaines de millions et ainsi de suite. Donc il y a eu pas mal de problématiques sur justement ces plateformes d'échange qui ont eu un impact direct sur l'évolution du Bitcoin, voire même pendant un moment, je crois que c'était en 2014, ils se posaient la question est-ce que le Bitcoin va survivre de tout ça. Donc ça crée, tu vas nous en parler, mais c'est vrai que ça crée un petit peu le fait que ça repose sur une techno. Il y a une instabilité parce que le moindre piratage, le moindre problème technique, même bug, peut impacter directement la valorisation. Déjà, il y a un autre point peut-être que tu as oublié. Il y a des gens, ils oublient carrément leur mot de passe. C'est-à-dire, Oui. Wallet, ils ont des portefeuilles, ils oublient leur mot de passe. Et ça pose vraiment problème parce que ça, c'est vrai, cette histoire-là du gars qui. Je ne sais pas, il y a ce gars-là qui avait 7000 bitcoins, ce qui est énorme, tu vois. Ouais, soi-disant, il a ça depuis 10 ans et il a pu trouver son mot de passe. Il a potentiellement plus de 200 millions une valorisation de plus de 200 millions, un truc comme ça, de son portefeuille. Mais ça arrive que des gens oublient leur mot de passe. Et donc, ça, c'est un problème. Et en dehors de ça, non, ce qui fait la force, justement, du Bitcoin, c'est que plus il y a des gens qui vont y croire, et plus le protocole va être sécurisé. C'est-à-dire, parce que si tu regardes sur quoi repose le Bitcoin, grosso modo, il repose sur de la crypto et sur de la blockchain. Alors, pour dire aux gens ce que c'est que la blockchain, alors la blockchain n'est pas spécifique ni au Bitcoin, ni même aux crypto-monnaies. La blockchain, pour dire tout simplement, c'est un registre décentralisé. Alors, comment il faut le voir? Comme par exemple un livre ou un registre de banque. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va y avoir une transaction, un transfert ou quoi que ce soit, on va être sûr que il n'y aura pas deux versions de ce livre-là. C'est-à-dire que n'importe qui a accès au registre du Bitcoin, qu'il soit en Chine, en Tunisie, aux États-Unis, il aura accès à la même version. Et ça, c'est la blockchain qui permet ça. Et plus le réseau est dense, et plus tout le monde va se battre pour faire en sorte que qui soit la personne qui a permis de mettre l'unique ligne sur ce registre-là, c'est ce qu'on appelle le minage, et c'est comme ça que ces gens sont rémunérés en fait. Et plus il y a des gens qui croient, plus il y a des gens, plus c'est sécurisé. Donc sur ce point de vue, c'est ce qui fait aussi que le Bitcoin a de la valeur, c'est que justement il repose sur une technologie qui est une révolution, qui est la blockchain. Tout à fait. Mais encore une fois, elle n'est pas spécifique
aux crypto-monnaies et au Bitcoin. Par exemple, la blockchain, on pourrait l'utiliser pour Et elle est utilisée sur d'autres systèmes logistiques et sur plein de... pour le vote, pour le cadastre, etc. On pourrait l'utiliser ailleurs. Par contre, ça repose aussi sur la cryptographie, et ça me fait poser, moi, pour aller plus loin, parce que tout ce qu'on raconte là, c'est des généralités, mais si on peut aller plus loin, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça repose sur la cryptographie. Et qui a besoin de cryptographie, en fait? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que si je regarde Internet, qui a créé le net? Ben, tu vois, c'est au début des années 70. Ce sont des gens qui avaient besoin d'échanger des données, etc. Et on sait tous que c'est la défense américaine. Alors, en 73, on va dire, c'est la naissance du net, d'Internet. En 91, grosso modo, c'est la naissance du web. Et ça, c'est la recherche européenne qui a besoin justement d'avoir accès facilement à des pages HTML pour aller voir la recherche. 17 ans plus tard, c'est 2008, c'est justement la création du Bitcoin avec le livre blanc, quasiment un livre religieux avec des chapitres et des versets, qui est sorti en plus, si je me trompe pas, le jour d'Halloween, tu vois, mais on se demande, mais vraiment, qui a mûri ce projet? La légende veut que ça soit des gens très adultes, japonais ou je sais pas, un groupe d'ailleurs, ils disent c'est un groupe un collectif, on ne sait pas très. En gros, c'est le pseudo, c'est Satoshi Nakamoto, et en gros, on ne sait pas si c'est une personne ou un collectif, mais les gens penchent plus pour un collectif, et ça serait des gens qui, au départ, eux, cherchaient à cryptographier des messages. Dans quel but? Dans le but de protéger notre sécurité digitale. C'est un mouvement né des droits civiques numériques. Ok? C'est la légende qui veut ça. Une autre interprétation possible, et celle à laquelle je crois plus, c'est que ceux qui ont le plus besoin de sécuriser l'information, c'est-à-dire et de la cryptographier, sont les services secrets. Donc, il y a de fortes chances que ce soit des anciens des services secrets, ou un service secret spécialement, ou deux services secrets, on n'en sait rien, qui ont mis en place ce protocole et ce Bitcoin-là. Mais personne ne le sait, en fait. Et donc, l'origine est un peu floue. C'est-à-dire que la personne quand tu parles des early adopters ou des maximalistes du Bitcoin, c'est-à-dire des gens qui y croient religieusement, bah, tu dis, c'est pas important qu'il l'a créé. On te dit, c'est quelqu'un qui a été cyber-anarchiste, etc., un libertarien qui voulait faire le bien, etc. Et heureusement qu'il est là. Et à la rigueur, si c'est pas lui, ben on s'en fout. Moi, je dis pas qu'on s'en fout. Au contraire, on sait pas, parce que il y a énormément de bitcoins qui sont concentrés sur quelques portefeuilles, notamment le portefeuille d'origine, tu vois. Et donc, on a besoin de savoir, parce que si c'est pour bouger des fiat monnaies, des monnaies dettes comme l'euro, le dollar, etc., pour aller au bitcoin, on fait que de déplacer le problème, ça sert à rien, en fait. Et vraiment, le bitcoin est construit sur quelque chose, et il faut vraiment que les gens comprennent ça. Hein. Le bitcoin, on peut le dupliquer quand on veut. C'est-à-dire que moi, je peux créer le bitcoin algérien, je peux créer le bitcoin français. OK? Mais le problème, c'est... Il n'y a pas que le bitcoin, du coup, derrière, il y a d'autres... Alors, il y a deux choses. Il y a le bitcoin quand il fork, c'est-à-dire qu'il y a une fourche. Donc, imagine si les gens qui ont le bitcoin, etc., ne sont pas d'accord sur le protocole à choisir dans le futur, et ben, ils peuvent forker, c'est-à-dire que choisis ton camp. Soit tu veux aller à droite, soit tu veux aller à gauche avec ceux qui veulent faire bande à part. OK? Donc, normalement, tu as intérêt à aller là où la majorité va, parce que c'est là où il va y avoir de plus de valeur. OK? Il y a aussi l'autre chose, que je peux juste le dupliquer. Dupliquer le bitcoin et l'appeler la monnaie Faudil. Mais à croire en la monnaie Faudil, personne. Par contre, le bitcoin, pourquoi il réussit derrière, c'est que non seulement bon, il a cette technologie, etc., qui peut être répliquée, mais surtout, c'est qu'il a la primauté. C'est-à-dire que les gens ont décidé de déplacer leur confiance, ou de placer tout court, leur confiance dans le bitcoin. Et c'est cette confiance-là qui donc tu confirmes que ça repose pas que sur une technologie, puisque cette technologie est duplicable et qu'elle n'est pas suffisante pour à atteindre un tel succès. Voilà. Alors la technologie, elle est nécessaire, mais elle n'est pas
tout à fait. Le suffisant, c'est le plus important, en fait, parce que n'importe qui, demain, peut dupliquer cette technologie parce qu'elle est en accès libre, tu vois. Donc, un peu, c'est comme si on parlait de Linux, tu vois. C'est libre, tu fais ce que tu veux avec. Et ben là, c'est pareil, c'est le suffisant, il est important. Pourquoi? Parce que si Bitcoin a de la valeur, c'est parce qu'il y a une foi quasi religieuse en lui. On va y venir. Donc, quasiment, j'appelle ça quasiment le veau d'or numérique. Justement, c'est pas une monnaie, on va essayer d'expliquer pourquoi. Ok? Et limite ça, tu vois, c'est comme le théorème de Pythagore. Tout le monde doit comprendre ce que je vais dire. C'est la définition de la monnaie d'Aristote. Tu vois, Aristote, c'était le contemporain de la monnaie. Elle venait, avant, c'était plutôt de la dette, etc. Et d'un seul coup, on commençait à se libérer de la dette grâce à la création de cette monnaie qui était parfois, qui a coïncidé aussi avec le début des États souverains, etc. Et donc, la monnaie, c'est quoi? Ça doit avoir trois choses. La première, c'est que c'est une unité de mesure. Et ça, c'est assez compréhensible. C'est-à-dire que moi, si je vais chez à la boulangerie, pardon, je demande une baguette. Alors, je sais pas combien vaut une baguette, 1,20 € peut-être. Voilà, elle va me dire 1,20 €. Bah, je vais payer 1,20 € d'une façon très claire. C'est une unité de mesure, l'euro. Tu vois? À l'époque, si je devais acheter un terrain et que le mec me dit c'est 3 onces d'or, c'est très clair, 3 onces d'or. Tu vois, 90 grammes d'or ou je sais pas combien. OK? Donc, tout ça, c'est très clair, tu vois. C'est que la monnaie doit être une unité de mesure. Est-ce que le Bitcoin est une unité de mesure? Oui, c'est une unité de mesure. Si un jour, il est adopté par tout le monde, on serait capable de mettre un prix à toute chose en Bitcoin. OK? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que c'est une convention collective? C'est-à-dire que pour que ça soit une monnaie, tu vois, moi, si je te donne des Bitcoin faux deal, si je vais avec la boulangerie, je vais dire, ouais, je vais vous payer avec de la monnaie faux deal, la nana me dit, je le connais pas et j'en veux pas. Si je lui dis, je vais te payer en pound, elle va accepter tout de suite. Ouais. Et donc, il faut que ça soit une convention. Pour l'instant, le Bitcoin n'est pas une convention collective. Il n'est pas Convention, accepté. tu veux dire que ce soit officiellement accepté et qu'il y ait une confiance Tout le ensuite. monde. Voilà, Ok. par les États pour que tu payes pour que tu puisses payer les impôts, mais aussi pour les échanges commerciaux. On est d'accord, mais tu sais que justement, il y a des organismes de financement qui sont en train de faire un pas en avant dans la direction du Bitcoin, notamment PayPal, Ouais, ben justement, il y a PayPal qui est un mastodonte. ce qui donne le plus de valeur, et c'est comme ça que la Fed est née d'ailleurs, ce qui donne le plus de valeur à une monnaie, c'est que l'impôt est prélevé dans cette monnaie-là. Tant que l'État ne l'accepte pas comme monnaie d'échange, et tant qu'il n'est pas pris en compte pour payer l'impôt, et en fait, ça reste pas une convention. Tu comprends? C'est que, tu vois, si demain tu peux aller acheter ta baguette en Bitcoin, là, on aura fait un pas en avant. C'est-à-dire que la nana va recevoir des Bitcoins et comment elle va payer sa TVA en Bitcoin? Non, il faudrait que l'État accepte des Bitcoins. Donc l'État lui interdit d'échanger en Bitcoin. Tu comprends? Ce que fait PayPal, sûrement, je ne sais pas exactement, il faudrait que je regarde le protocole. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit, ouais, moi, je t'autorise avec une personne tierce qui est d'accord à l'étranger ou pas à échanger en Bitcoin. Ou peut-être c'est une conversion en dollars, il passe par le dollar ou l'euro, etc. Mais il faut que ça soit une convention. Et le Bitcoin n'est pas une convention. Mais il y a une autre chose, c'est que le Bitcoin, c'est une valeur ultra spéculative en ce moment. Comme on l'a dit, il y a 2 jours, ça a perdu 30%, ça vient d'en reprendre 30%. Tu vois, c'est pas alors, tu vois, c'est bizarre parce que quand tu perds 30%, que tu regardes 30%, ça ne veut pas dire que tu vas au même endroit. On est passé de 42 000 à 30 000 et là, on est passé de 30 000 à 39 000. C'est-à-dire qu'on l'espace de 2 jours, imagine maintenant, toi, tu as ton argent dans cette monnaie-là ou tu es payé avec cette monnaie-là et tu vois ces yo-yo, etc. Et tu te dis, moi, je ne vais pas payer toute chose en Bitcoin parce que si le pain est fixe en Bitcoin, la voiture est fixe en Bitcoin, toi, tu t'en fous de la volatilité. Mais si tu reçois des Bitcoins et que tu dois payer en euros, tu vois, ce transfert, cet échange que tu dois faire, ben, c'est très, très volatile. Un jour, tu es riche, un jour, tu es pauvre, et ça bouge dans tous les sens. Et cette volatilité-là fait que ce n'est pas une monnaie stable. Une monnaie a besoin d'être stable. Et là, on en vient donc naturellement au troisième point. Et là, c'est le point le plus important. Donc, on a dit unité de mesure, convention collective pour la monnaie. Et alors, c'est là où on en vient au troisième point. Et là, c'est quasi religieux, tu vois, ce qu'on va dire. C'est que
beaucoup de gens, tu vois, des old school, là, les papis ou même des gens ultra religieux veulent repasser à l'or parce que ça a une valeur intrinsèque. C'est que C'est plutôt une bonne chose. Voilà, beaucoup de gens L'intention disent. est bonne. Voilà, attention, Ron, c'est que beaucoup de gens disent que la monnaie doit avoir une valeur intrinsèque. Ok. Mais comme je t'ai dit, par exemple, il repose énormément sur l'or. L'or, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et que si toute la confiance est dans l'or, celui qui la possède aura la confiance de tout le monde. Et c'est ce qui se passait avec Bretton Woods. Les États-Unis avaient 2/3 de toute l'or mondiale détenue par les banques centrales. C'est pour ça qu'ils ont imposé le dollar. Ok. Donc, il y a une dangerosité dans l'or. Et donc, moi, j'ai envie de changer un peu cette troisième définition de la monnaie et j'ai envie de dire que la monnaie doit être une réserve de valeur stable dans le temps. Et c'est marrant parce que quand tu regardes l'or, il est stable dans le temps, l'argent, il est stable dans le temps, les dates sont stables dans le temps, le blé est stable dans le temps, tu vois, même si au bout de 1 ou 2 ans, il peut pourrir ou j'en sais rien, mais au moins, il est stable sur une période courte qui permet des échanges. OK ? Tout à fait, je vois ce que je veux dire. Le Bitcoin est trop volatile. Il n'est pas stable dans le temps. Donc, ce n'est pas une monnaie. L'euro fait que de baisser, que de baisser. Tu vois, tu regardes, par exemple, pour acheter un once d'or, combien il me faut d'euros? Tu vas voir, ça explose, tu vois. Il t'en faut énormément. Et si tu inverses 1 000 $, combien je peux acheter d'onces d'or? C'est à l'envers. C'est-à-dire que du temps, ça baisse. Donc, l'euro, d'une certaine façon, n'est pas stable dans le temps. Et pour moi, c'est une monnaie faible, tu vois. Juste pour ce fait-là, c'est que si elle perd de sa valeur, c'est parce qu'il y a de l'inflation. Et pourquoi il y a de l'inflation? C'est surtout parce qu'il y a de la création monétaire par le crédit des banques commerciales ou par les banques centrales qui priment comme des malades. Et d'une certaine façon, ils appauvrissent ceux qui épargnent ou ceux qui ont une partie de leur argent dans cette monnaie. Discussion avec des fois avec des, comment les appeler, des adeptes, des intégristes religieux, on va dire, pour pas dire autre chose, et que ça soit avec, c'est les mêmes mécanismes en fait. C'est des gens, ils sont aveuglés, ils croient fortement, et c'est marrant hein, parce que quand tu parles avec eux, je sais, ils ont rien. Ils ont peut-être pour 5 000, 10 000 $ de Bitcoin, mais ils se battent comme des malades. Et donc il y a cette foi qui a été construite sur cette monnaie, et c'est ces gens, ces petites mains qui sont sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, autour de toi, etc., qui lui donnent de la valeur pour qui? Pour les très très gros qui en possèdent énormément.